La fin du mois, c'est l'enfer. Comment faire pour payer cette facture? Je n'arrive pas à m'en sortir. 25% d'entre nous sont à découvert chaque mois. Et pour ça, pas besoin d'être pauvre. La pauvreté, elle, a un seuil. En dessous de 1008 euros par mois par adulte, on est considéré comme pauvre. C'est peu. Le SMIC, en 2007, c'est 1139,81 euros net. Pas beaucoup plus. Voire pire si on travaille à temps partiel, comme une grande majorité de femmes. Le porte-monnaie en prend un coup. Du côté des actionnaires, par contre, ça roule. Le portefeuille est blindé, ils voyagent en jet privé de plus en plus loin, de plus en plus haut. Les actionnaires sont au 7e ciel et leurs profits s'envolent. Mais nous, on a les pieds sur terre, et souvent les mains dans le cambouis. Alors on pense qu'augmenter le SMIC, c'est pas demander la lune. Juste un minimum de justice. Et voilà ce qu'on propose. Le SMIC à 1326 euros. 173 euros de plus par mois tout de suite. C'est 15%, presque 2 mois de paye en plus. Plus de 3 et 4 millions de salariés vont en bénéficier et en faire profiter toute l'économie. Prenons un peu de hauteur dans les chiffres. 173 fois 3,5 millions, ça fait plus de 7 milliards d'euros par an. En supposant que 15% de cette somme soit épargnée par les ménages, les 85%, soit 6 milliards d'euros restants, sont dépensés pour relancer l'économie réelle. C'est par là que commence la relance de l'activité, qui va remplir les carnets de commandes. De l'argent qui, au lieu de s'envoyer en l'air, atterrirait ici, sur Terre, loin des actionnaires. Une boucle vertueuse s'enclenche et qui permettrait de mieux boucler les fins de mois sans se serrer la ceinture. Alors certains disent que des entreprises ne pourront pas prendre en charge ces augmentations de salaire. C'est faux. Déjà, toutes n'ont pas la même taille, donc il faut distinguer les cas. D'abord, instaurer un ratio de salaire de 1 à 20 qui permettra de redistribuer les richesses au sein des plus grandes entreprises et de limiter la progression de la masse salariale. Pour les géants comme Renault, McDo, Accor, Carrefour et compagnie qui distribuent des dividendes et payent leurs patrons des millions, ce ne sera pas la fin du monde. Pour les petites et moyennes entreprises, le carnet de commandes qui se remplit assurera des perspectives d'activité. Et à court terme, des aides seront mises en place via le pôle public bancaire, comme le prêt à taux zéro et le raccourcissement des délais de paiement pour les sous-traitants. Le fonds de solidarité interentreprises entre petites et grandes assurera de répartir les contributions sociales. Et par ailleurs, la baisse de l'impôt sur les sociétés se fera au profit des plus petites et les moins financiarisées. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, l'augmentation du SMIC n'est pas une mesure isolée dans la relance de l'activité. Ce n'est que le premier levier d'une mesure d'urgence et d'un engagement clair. L'augmentation générale des salaires, et notamment ceux des fonctionnaires, gelés depuis 2010, et de tous les bas salaires. Dès la première année de son mandat, le gouvernement organisera une conférence nationale avec les partenaires sociaux pour revaloriser l'ensemble des salaires et instaurer le principe d'un revenu maximal fixé à 20 fois le revenu médian, soit environ 360 000 euros par an. Plus d'équité, plus de justice et moins de questions à la fin du mois. Parce que notre travail produit de la richesse. Parce que nos salaires produisent de l'activité. Parce qu'il est temps de remettre l'économie à notre service. Non, un mais commentaire, Alexis. je crois que sur la j'espère sécurité du moins que tout le monde a sociale. compris. C'est vraiment un refus de renoncer face au chômage, un refus de toute idée, permettons l'expression, d'une espèce d'organisation scientifique du chômage, comme peut-être certains le proposent. C'est une vraie volonté de dire, là, nous, on n'accepte pas et on mène la bagarre pour qu'effectivement chacun puisse revenir à l'emploi. Et on sait très bien, j'insiste sur le fait que quand on a ce genre de proposition, eh bien évidemment, on est plus facilement, on trouve du boulot, parce que son réseau, à partir de là, professionnel s'élargit. C'est effectivement une expérience, une compétence professionnelle qui est maintenue. Et je crois que ça, c'est très important. Et on ne capitule pas aussi devant le fait que, et j'insiste sur le chiffre que tu me faisais dire tout à l'heure, un chômeur sur deux, aujourd'hui, n'est pas indemnisé. C'est terrible. Et là, on voit bien qu'on est dans pauvreté qui s'installe et qui est terrible et qui coûte, je reprends ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, qui coûte très cher à la société, parce qu'on sait très bien que la pauvreté coûte cher, j'ai envie de dire, parce qu'en termes de maladie, en termes de précarité accompagnée, etc. Donc là, on voit bien que c'est un levier considérable pour l'ensemble de la société pour que les choses changent. Et puis en plus, politiquement, c'est une façon de répondre effectivement à ce qui est au cœur. Je crois que toutes les études d'opinion démontrent toujours que le chômage est la première préoccupation des Français, à juste raison. Bon. On y reviendra Peut-être évidemment dans le détail. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un élément à bien comprendre autour de cette émission cet après-midi, c'est qu'on va vous dire, on va vous expliquer comment on va investir l'argent pour réaliser le programme de l'avenir en commun. Mais surtout, et tu viens de le dire Jean-Luc, on va vous expliquer qu'est-ce que ça rapporte. Parce qu'un programme, on a l'impression parfois qu'on ne fait que dépenser de l'argent. Or, il y a énormément de recettes qui nous parviennent, qui parviennent dans les caisses de l'État. On va tout vous expliquer dans ce sens-là cet après-midi. Alors, ces recettes, Lim, as-tu quelques éléments à nous donner pour que nous puissions partir Qu'est-ce que j'ai oublié?
T'as oublié l'essentiel, c'est l'objectif, c'est le Merci. retour au plein emploi. Ah. Le plein emploi, c'est... Ça, c'est les objectifs politiques. L'objectif, c'est D'accord. de créer 3 millions d'emplois sur ton quinquennat. Et donc, on va mettre le paquet pour atteindre cet objectif. Et on va le faire en mobilisant la puissance publique. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un objectif de déficit budgétaire donné. Et je rassure tout de suite nos journalistes du zapping, on ne va pas raser gratis. Hein, le déficit budgétaire qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'emprunt qu'on va réaliser en moyenne au cours de ce quinquennat, ne dépassera pas 3,5% du PIB en moyenne. Le C'est-à-dire PIB, c'est la richesse du voilà, pays. c'est grosso modo ce que Hollande a fait pendant son quinquennat, Mais pas pour les mêmes. sauf qu'il n'a pas orienté les ressources qu'il a dégagées au bon endroit. Donc nous éviterons les dépenses inutiles. Bon, je ne vous fais pas un dessin, CICE, etc. Par Mais attends, contre, si je fais un dessin, le CICE, ça a consisté à donner 40 milliards sans contrepartie aux grandes entreprises qui se sont gardées, n'ont pas créé un seul emploi. CICE ça, c'est- plus pacte de responsabilité. Oui, Tu peux dire ce que c'est que le CICE un peu? Bah, c'est le fameux crédit d'impôt Crédit d'impôt, de 20 ouais. milliards aux entreprises qui Voilà. devait relancer l'investissement et l'emploi et qui a atterri dans les poches des actionnaires, quoi. Eh oui. Donc nous nous centrerons sur les dépenses utiles, socialement et écologiquement responsables, D'accord. évidemment. Et 3,5% de déficit, bon, c'est également responsable. Ça n'exercera pas franchement de tension sur les taux d'intérêt. Hein. Tout le monde dit que les taux d'intérêt vont monter, mais avec un déficit comme ça, ils ne monteront pas plus en France qu'ailleurs. Hein. Là, on peut rassurer les journalistes également. Et puis, ça permettra de soutenir une activité économique, comme tu l'as dit, qui sera les 2 premières années de 1,8 points de croissance, ce qui est un objectif extrêmement réaliste. Nous irons vers 2% ensuite, mais les 2 premières années, c'est 1,8. Et surtout, un objectif en matière d'emploi. Oui, je l'ai dit, c'est 3 millions C'est important, il faut bien d'emplois, préciser. évidemment. Et plus d'emplois, c'est plus de cotisations sociales, c'est plus de recettes fiscales. Donc ça nous permettra justement, comme tu le disais, de désendetter le pays, puisque le taux d'endettement que nous prenons à 98% du PIB, hein, Hollande l'a explosé pour financer son pacte de responsabilité, nous le ramènerons à 87%, nous désendetterons le pays, nous passerons de 98 à 87% de taux d'endettement parce que nous aurons relancé très précisément l'activité source de recettes fiscales Non. et sociales. Secrétaire. Je vous ai promis des chiffres concrets cet après-midi. Lim, peut-être que tu vas les commenter avec moi. Regardez les effets du programme sur l'emploi. 2 millions d'emplois dans le secteur marchand. Je te laisse la suite. Lim, commenter les chiffres et les promesses que l'on fait sur l'application de l'avenir en commun. Ah bah, dans le secteur marchand, ça sera le fruit de la planification écologique dont on parlera tout à l'heure dans le cadre du plan de relance. Donc forcément, ça va créer des emplois. Ensuite, nous mettrons en place des contrats coopératifs dans le Ça, cadre on en parlera aussi. Ouais. du plan où l'État sera employeur en dernier ressort. Il y aura des emplois publics puisque là, il faut remettre en service les services publics, si j'ose dire, parce que ça a été aujourd'hui entamé à l'os avec la RGPP et la MAP, enfin bon, le jargon que connaissent les fonctionnaires pour dire que les services aujourd'hui ne fonctionnent pas parce qu'on a comprimé le personnel. Ok. Et puis en plus, il y aura des emplois aidés, des emplois jeunes pour remettre le pied à l'étrier des jeunes pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail, si bien que nous aurons un taux de chômage qui est considéré comme proche du plein emploi en 2022, c'est-à-dire un taux de chômage de 6%, alors qu'aujourd'hui il est supérieur à 9%. Très concrètement, c'est la loi qui déciderait ça et qui mettrait ça en place. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des entreprises auraient l'obligation d'avoir leur salaire qui soit les plus élevés, qui soit en dessous de 20 fois le salaire minimum. Donc, si c'est le SMIC, ce sera le SMIC. Il y a des entreprises où le salaire minimum peut être un peu au-dessus du SMIC. Donc, ce sera 20 fois ce salaire minimum. Et bon, je veux rassurer tout le monde, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque pour tout ce qui est petites entreprises, on sait tous que la personne qui a monté son entreprise, qui a pu avoir quelques salariés, etc., elle ne se verse pas 20 fois le salaire minimum dans son entreprise. Elle ne se verse pas plus de 300
300 000 euros par an. Hein. Donc là, quand on met 20 fois, on cible vraiment ces directeurs, ces PDG de grands groupes. Je pense au PDG de Renault, je pense à celui de Sanofi, qui se verse chaque année 1 millénaire de SMIC. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour un salarié SMIC, travailler 1000 ans pour être payé autant sur une année que le PDG de Renault ou le PDG de Sanofi. Voilà. Donc ça, on règle la situation par la loi avec cet écart de salaire maximum. Et pour ces entreprises-là qui seraient amenées à augmenter les salaires, mais je parle des petites, si ça se passe mal, pour elles, comment elles se récupèrent? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que pour les TPE, les petites entreprises, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est notamment la difficulté d'accès au crédit, hein, qui s'est largement renchérie depuis des années. C'est les marges abusives que se font les grands groupes sur leur dos, puisque beaucoup de TPE, PME sont sous-traitantes de grands groupes. Donc la problématique principale, ce n'est pas la question des salaires pour elles. Après, s'il y a des entreprises qui ont vraiment des difficultés, évidemment que ça peut arriver, notamment à court terme, nous, on propose de les aider. C'est-à-dire que là où le gouvernement, avec le CICE qui était évoqué tout à l'heure, avec le pacte de responsabilité, déverse des milliards d'euros, des milliards d'euros dans les comptes de résultats de toutes les entreprises sans distinction. Et du coup, on sait que c'est les grands groupes qui en touchent le plus et qui se servent de cet argent pour rémunérer leurs actionnaires. Eh bien, nous, on dit, on va utiliser l'argent pour aider les TPE via un fonds de solidarité inter-entreprise, donc qui sera financé dans un premier temps, c'est ce qu'on voit sur le slide, sur une redirection de ce que je disais, c'est ce pacte de responsabilité. Une partie, on va rediriger vers les TPE, et puis la contribution additionnelle sur les dividendes, hein, c'est-à-dire la partie du résultat des entreprises qui n'est pas réinvestie dans l'entreprise, mais qui va dans les dividendes pour les entreprises de plus de 250 salariés, hein, je ne parle vraiment pas des PME, mais des plus grands groupes, eh bien on va utiliser cet argent aussi pour aider les TPE. Et voilà, avant de parler de la suite de ce sujet avec le CICE, Jean-Luc, pour soutenir les TPE-PME, une réaction sur ce chiffre, plus 21 milliards, c'est la fin du pacte de responsabilité. Il faut bien qu'on comprenne que le programme que nous présentons, c'est un programme de relance des carnets de commandes, et que pour l'essentiel, le maillage du territoire est fait par des petites entreprises. Mais il y a un point sur lequel je veux revenir, que tu as évoqué, Guillaume, il y a un instant qui me paraît très important. C'est la question de l'échelle des salaires de 1 à 20. On a choisi cette échelle parce que c'était ce que demandait, c'est ce que propose la Confédération européenne des syndicats. Personnellement, j'aurais préféré une échelle plus serrée. Je prends ça parce que c'est ce qui fait consensus dans le monde du travail au niveau européen. Mais surtout, c'est l'idée qu'il y a une limite à l'accumulation. Ça, c'est un changement de paradigme moral. Aujourd'hui, spontanément, on a habitué les gens à dire qu'il n'y a pas de limite. On peut gagner autant qu'on veut, tant qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut. Là, on dit non, il y a une limite. C'est de 1 à 20 dans un collectif de travail. Il est évident, je le sais bien, que ça ne concerne pas la moyenne des entreprises, parce que la moyenne d'un salaire patronal, c'est aux alentours de 4 000 euros par mois. Donc là, on parle de toute autre chose. Et le rapport dans une petite entreprise, il est rarement de 1 à 20 entre celui qui a la rémunération la plus modeste, qui est un SMIC, et celui qui est le patron. Donc on parle bien de l'endroit où se fabrique la machine à accumuler de l'argent, comme tu as dit tout à l'heure, qui ne va jamais dans la production réelle, qui s'envole dans la sphère financière. Mais je demande qu'on comprenne bien ça, que ceux qui nous écoutent comprennent bien ça. Dans notre vision de la vie, il y a une limite à l'accumulation. C'est un choix. C'est un choix moral, c'est un choix philosophique, mais c'est un choix que nous mettons sur la table. Il y a une limite. Ce n'est pas naturel de s'enrichir au-delà de tout besoin humain commensurable. Qu'est-ce que ça peut bien être une personne qui a des besoins 400 fois supérieurs à celle de la moyenne de ses semblables, sauf s'il est lui-même totalement démuni. Ça n'a pas de sens. Et là, on l'établit d'une manière très claire. C'est une règle morale. Ouais. Oui, alors notre plan de relance, il répond à des choix politiques affirmés. On ne fait pas, comme l'a dit Jacques, une relance comme on pouvait l'imaginer au XXe siècle, qui financerait des produits importés qu'on fait 3 fois le tour du monde, ou qui financerait la relance à la papa. Voilà, on ne finance pas une relance à la papa, c'est clair et net. Relance carbonée. Notre relance, elle doit permettre de répondre à l'urgence
l'urgence sociale, de répondre à l'urgence écologique, de préparer le futur des services publics. Voilà, donc notre relance, elle doit répondre par exemple à la crise du logement, c'est complètement prioritaire. On doit augmenter la construction de logements publics. Ce grand plan d'investissement, il doit financer également un service public de la petite enfance. Ça, évidemment, ça participe de notre volonté d'assurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes. On veut également, à travers cette relance, permettre l'accessibilité de l'ensemble des services publics, des infrastructures publiques. En 2014, on a eu... Là, tu parles de la question des personnes en situation de handicap. Absolument. Ouais. En 2014, on a eu une loi handicap qui préconisait, enfin qui obligeait à cette accessibilité. À défaut d'un investissement public suffisant dans ce sens, aujourd'hui, on n'y est pas. Alors nous, on veut y arriver demain, parce que l'accessibilité des personnes handicapées, ça ne se négocie pas. Voilà. D'accord. Donc en fait, là, ce que tu dis, c'est que ce plan de relance-là répond immédiatement à l'urgence sociale. Répond immédiatement à l'urgence sociale. Tout à fait. D'accord. Pour ce qui est, bon ça c'est la question de l'urgence sociale, maintenant je me tourne vers Anne qui elle est plus spécialiste des questions écologiques. Il y a donc l'autre urgence à laquelle un plan d'investissement est censé répondre, à savoir l'urgence écologique. Tout à fait. L'urgence écologique qui nous pousse, nous, à proposer vraiment un plan d'investissement d'envergure pour la transition écologique. Donc, sur les 100 milliards d'investissements, 50 milliards consacrés à la planification écologique, donc l'axe majeur de notre programme pour refonder notre modèle de production et de consommation vers finalement un modèle qui consomme moins d'énergie, moins de ressources et qui propose aussi des solutions en termes d'emploi durable et relocalisé. Alors attends, moi j'avais une question à ce propos. Souvent on dit bon, la relance ça va accentuer la croissance, mais on sait aussi qu'il y a des effets pervers à cette croissance, d'où aussi l'idée que nous avons de faire une relance écologique, c'est-à-dire qu'il soit peut-être, on va peut-être l'appeler une croissance, mais une croissance responsable, qui soit compatible avec notre écosystème. Oui, et on a fait le constat qu'il faut complètement refonder notre modèle énergétique qui dépend trop largement des énergies carbonées et qui dépend aussi du nucléaire concernant la partie électricité. Donc nous, on veut vraiment infléchir complètement ce modèle et notamment parmi les 50 milliards dans l'urgence écologique, un pan important des investissements, c'est pour véritablement changer de modèle et nous orienter vers un 100% d'énergie renouvelable. Donc 25 milliards d'euros pour finalement initier cette rupture dans notre modèle et vraiment fournir les moyens financiers pour des investissements en matière d'énergie renouvelable. Donc 25 milliards, un poste important. Le second poste, c'est aussi lié à la question écologique, à la question énergétique, c'est l'isolation thermique des logements. Il y a aujourd'hui plus de 4 millions de personnes qui vivent dans la précarité énergétique, donc qui dépensent beaucoup d'argent, ou alors ils renoncent carrément à un confort en matière thermique. Et donc ce sont... ces logements qu'il faut isoler avec un rythme assez important qui nécessite donc des investissements forts de la part de la puissance publique. Donc 20 milliards d'euros dans notre plan d'investissement consacré à l'isolation thermique des logements. Et ça contribue finalement à baisser les niveaux de consommation d'énergie, à faire plus de sobriété et finalement œuvrer pour cette transition énergétique qu'on souhaite vraiment mettre en œuvre. Et enfin, une troisième mesure dans ces 50 milliards d'euros consacrés à la planification écologique, c'est un plan ferroutage. Donc là encore, l'idée c'est de sortir finalement de transport de marchandises qui se font aujourd'hui par camion et les passer par le train. Et donc repenser aussi les transports, la mobilité, donc 5 milliards d'euros consacrés à ce plan ferroutage. Et l'ensemble de ces trois postes, c'est un vivier d'emplois important. Et donc on estime à plus de 500 000 emplois qui peuvent être créés dans ces secteurs des transports et de l'énergie dans le cadre de cette transition écologique. Donc des emplois durables et des emplois finalement aussi qualifiés qui peuvent répondre à l'urgence sociale également. Exact. Comme le disait Romain, donc on veut vraiment favoriser des formes de production qui sont vraiment écologiques, plus intensives en main-d'œuvre, et donc on estime qu'on peut créer 300 000 nouveaux emplois dans l'agriculture écologique et paysanne d'ici à 2022. Ça y est, tu l'as dit, le chiffre, à nouveau, dans la bonne séquence, c'est 300 000 emplois agricoles, retenez-le.
Et donc, pour ce faire, il faut finalement aussi mobiliser un certain nombre de moyens financiers pour y parvenir et opérer cette transition écologique de l'agriculture. Donc, il y a déjà une politique agricole commune qui la PAC, la fameuse PAC. 9,1 milliards d'euros par an. Donc nous, il s'agit maintenant de réorienter ces soutiens vers les bonnes formes d'agriculture qu'on veut soutenir. Donc financer les coûts de la transition, accompagner les agriculteurs vers un modèle plus écologique, redistribuer mieux les soutiens agricoles pour arrêter cette course à l'agrandissement et à cette hémorragie d'emplois dans le secteur agricole. Très bien, tu dis pas on arrête les soutiens, au contraire, voilà, on s'appuie sur les soutiens, mais on les réoriente. D'accord. C'est en effet Romain, l'aspect du chiffrage de notre moi programme. la question que je me pose, c'est vers quoi on les réoriente finalement? Pourquoi faire? C'est ce que je disais, financer les coûts de la transition, vraiment accompagner les agriculteurs vers le développement de bonnes pratiques agricoles, financer les installations, et donc c'est vraiment repenser complètement cette façon dont on a eu aussi à orienter les soutiens de la PAC qui n'ont favorisé qu'une forme d'agriculture qui aujourd'hui est dans une impasse. Des aides repensées qui concernent aussi la conversion dans l'agriculture bio? Voilà, ça fait partie des solutions, en effet. Il faut aujourd'hui développer l'agriculture bio. On va regarder ce qui passait derrière nous, réserver la PAC à la transition écologique. On vous le répète, financer le coût de la transition, rémunérer les services fournis à la société par l'agriculture écologique, soutien aux revenus et à l'installation, accès de tous à une alimentation de qualité. Il y a un enjeu social aussi. C'est ça, c'est que le soutien aux revenus et à l'installation, c'est des agriculteurs, j'imagine. C'est bien ça. Tu peux préciser peut-être un peu, je sais pas, il n'y a rien de plus à en dire, c'est qu'on va aider les personnes à revenir à la terre, mais d'une manière qui soit écologiquement responsable. C'est ça. Et puis après aussi, on peut aider les filières à se structurer pour offrir une meilleure alimentation de qualité et qu'elle soit enfin accessible à un plus grand nombre. Et il faut recruter. Alors ça prend du temps. C'est-à-dire que, bien sûr, là, c'est pas la solution baguette magique, ça prend du temps. Il faut qu'ils aillent dans les écoles de formation, qu'on appelle les SP. Et donc, 60 000 enseignants. C'est ce qu'avait fait Hollande aussi, mais sauf que comme ça avait promis, c'est ce qu'il avait promis, qu'il n'avait pas fait, et surtout ça parvenait à peine à rattraper le retard de l'époque Sarkozy, puisqu'il y avait l'1 sur 2 de Sarkozy. Donc là, on doit encore refaire 60 000. Ça, c'est un chiffrage qu'on peut faire, qui est le même que celui qui avait pu être fait en 2012 sur le chiffrage Hollande. Et donc on sait combien ça coûte, du coup. Oui, on sait combien ça coûte. Ça fait 2,6 milliards. Et puis par-dessus, il y a, si je puis dire, la revalorisation des salaires, le fait qu'on dédouble les classes, tous les efforts qu'a expliqué Paul. Jean-Luc, quelques mots pour nous expliquer quelques chiffres, quelques bases sur lesquelles l'ensemble des experts se sont basés pour réaliser cette émission, pour chiffrer le programme de l'avenir en commun. L'essentiel est de décrire un circuit général de la richesse à produire dans ce pays. Mais commençons d'abord, avant toute chose, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le zapping, il faut quand même que tous ceux qui donnent des leçons partent de la situation qu'ils ont réussi à imposer à tout le monde. Les dégâts sont considérables, il n'y a rien qui marche, et tout le monde le sait. Des millions de gens ont été précipités dans la misère qui ne s'y trouvaient pas auparavant. Tout ça parce que, d'une manière intéressée, pour des raisons politiques sur lesquelles je ne viens pas à ce moment-ci, il a été décidé dans la première puissance économique du monde, qu'est l'Union européenne, de ralentir et de fermer tous les moyens par lesquels l'activité pouvait avoir lieu. Si bien qu'on a sous les yeux une situation qui est la suivante. L'activité dans notre pays reste avec un tout petit souffle court, ce qui n'est pas normal parce que nous sommes plus nombreux, parce que nous sommes un peuple jeune, donc on devrait être en pleine activité. Le chômage a augmenté. Ce que tu décris, ça, c'est l'austérité, finalement. Oui, c'est la politique d'austérité, exactement, que nous vivons aujourd'hui. Mais prenons-la par ses aspects concrets, comme ça tout le monde voit de quoi je parle. Le chômage augmente, parce que la population augmente, et nous avons 1 million de chômeurs de plus dans la durée du quinquennat. L'endettement du pays, sur lequel tous ces gens n'arrêtent de faire de gesticuler, n'a cessé d'augmenter, sans que personne ne voie quoi que ce soit s'améliorer dans sa situation. Et enfin, surtout, le diagnostic le plus terrible, celui de l'échec d'un système, c'est qu'il y a de plus en plus de pauvres, en même temps que quelques-uns sont très riches. Alors, je sais bien que quand je fais cette comparaison, souvent on me dit c'est presque caricatural. Ben, je m'excuse, c'est la vie qui est caricaturale. Quand vous avez 1 million de gens de plus dans la pauvreté et que vous avez une poignée de millionnaires supplémentaires, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose dans le partage des richesses qui a abouti à ce résultat. Ça, c'est le diagnostic. J'espère qu'au moins on est d'accord là-dessus, qu'on dise
Écoutez, voilà le résultat de vos méthodes, hein, les méthodes des autres, de la politique d'austérité et de la généralisation à toute l'Europe, de la façon avec laquelle les Allemands, le gouvernement allemand, qui a d'autres obligations que nous, qui a une population plus vieillissante et d'autres contraintes, a imposé à tous les autres. Mais comment on répond à ça? Comment on s'attaque à ce fléau qui paraît comme ça un peu objectif? Mais bien sûr, voilà. mais tu as tout à fait raison de le dire, c'est que les gens ont tellement intériorisé la que dès qu'on propose de faire quelque chose, vous avez aussitôt un diable qui sort de la boîte, qui dit combien ça coûte, c'est pas possible, il y a déjà une dette, enfin bon, le numéro qu'on connaît. Bon, je ne sais pas, partez de l'idée de votre dette personnelle si vous avez acheté votre maison ou votre voiture, et tout d'un coup, votre salaire se multiplie par 2. Honnêtement, la dette, vous la portez mieux, non? C'est exactement ce qu'on a l'intention de faire, c'est-à-dire injecter une masse suffisante qui remette en route l'activité. Alors cette masse, comment elle vient? Il faut qu'on le fasse d'une manière responsable écologiquement. Il y a donc 2 défis. Relancer la machine et le faire dans des conditions qui soient écologiquement soutenables. D'autant qu'on est un grand pays, donc on a des responsabilités plus importantes. Bon, c'est ce qu'on appelle l'investissement. D'abord, c'est l'investissement. Il faut savoir que l'investissement, c'est toujours une manière de se présenter devant le futur. Tu construis une maison, un hôpital, bon, c'est en même temps un patrimoine pour l'État. Il n'y a pas rien derrière un investissement. Donc là, on veut en mettre 100 milliards. Bon, pourquoi 100 milliards? Parce que la somme, personne n'a idée de ce que ça représente. Hein. Personne n'a jamais vu 100 milliards de sa vie. Mais pourquoi on dit 100 milliards? Parce que c'est ce qu'auraient dû faire le gouvernement Hollande pendant 5 ans. Si on était resté aux conditions d'avant, autrefois, comme on faisait avant, il aurait dû y avoir 100 milliards d'investissements. Ils ne les ont pas fait. Donc ces 100 milliards, c'est un rattrapage par rapport à la manière traditionnelle de faire fonctionner l'économie française, mais on l'amène d'un coup. C'est-à-dire habituellement, d'année en année, ça aurait fait 100 milliards s'il y avait eu des investissements. Tu sais, il y a des chiffres, les gens ne les connaissent pas, bien sûr, parce qu'on les leur cache. Mais pour donner une idée, toujours sur ces 100 milliards, j'en trouve un autre. C'est un député de droite, donc ce n'est pas nos amis, qui a dit que les économies d'impôts qui ont été consentis entre 2000 et 2010 coûtent chaque année 100 milliards à l'État. Mais les gens sont au courant de rien de tout ça. Alors on leur dit, oh là là, vous allez augmenter la dette, tout le monde s'affole. Mais non, c'est pas sérieux. Quand on remet 100 milliards d'investissements, on provoque un choc d'activité, parce qu'il faut du monde pour faire le travail. Et puis il y a l'augmentation des dépenses de l'État. Mais quand on augmente les dépenses de l'État, les mêmes diables sortent de leur boîte et vous disent « Ah, c'est des dépenses obligatoires, catastrophe », ils vous citent l'Europe entière et tout. Ils oublient juste de vous dire que chaque fois que l'État prend en charge une dépense, c'est une dépense que vous ne faites pas vous-même. Donc, les dépenses obligatoires, c'est une chose, les dépenses contraintes des ménages, tout le monde a ça. Ça vous coûte 900 € par an en moyenne, les gosses à l'école, l'assurance de la maison, bon, tout ce que prend en charge l'État, c'est mutualisé. Donc, il n'y a pas lieu de s'évanouir chaque fois qu'on dit une somme. Maintenant, quand on aura mis ces 2 sommes en circulation, il faut un mandat, hein, parce que vous ne dépensez pas 100 milliards sur un claquement de doigts et vous ne recrutez pas des fonctionnaires en disant 2, 3, 4, 5, toi tu es embauché. Les gens, ils doivent être formés, il y a un statut de la fonction publique, donc il y aura un temps de montée en charge. Ça, c'est de la régulation fine, c'est le boulot du Premier ministre, ce n'est pas le mien. Une fois qu'on a fait tout ça, il ne faut pas regarder que l'argent qui sort, il faut aussi regarder l'argent qui rentre. Parce que quand vous mettez une somme pareille en circulation, tout le long, alors vous avez des gens qui ont un boulot, du coup ils payent un impôt sur le revenu, c'est pour l'État, du coup ils achètent des choses, donc il y a de la taxe, et ainsi de suite. Et tout ce circuit, quand il a eu lieu, que tout a fini de tourner, il revient 195 milliards dans les caisses de l'État. Autrement dit... Ça, ce sont des recettes. Ah ben oui. Alors donc ça veut dire que notre système rapporte, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le croire, hein, ils vont se pincer, vous allez voir, on va me faire 10 fois le coup de « vous avez trouvé la baguette magique, alors pourquoi les autres ne l'ont pas fait ?» Benez, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ce n'est pas leur intérêt. Leur intérêt, ce n'est pas que l'argent aille au public, au tout venant, c'est qu'il s'accumule à un endroit dans les mains de quelques-uns. Alors il y en a qui sont en train de découvrir qu'on vit dans un système capitaliste financiarisé, parce que le reste du temps, ils n'y pensent pas, donc pas vu, pas pris, hop, ils sont tranquilles. Avec notre système, on est obligé de comprendre dans quel monde on vit, et on voit une machine qui, normalement, permet à l'État de retrouver de la respiration. Le plus incroyable, c'est qu'à la sortie, avec nous, et à condition constante, la dette baisse. Et ça, on va vous l'expliquer pendant l'émission, mieux que moi je pourrais le faire, qui ne suis pas un technicien, et je ne suis pas candidat à être ministre des Finances. Hein.